et Anishinaabe. Ho! C'est le chaos total. Les cris et les hurlements sont tellement forts que les Alliés n'entendent plus les commandements de Darontal, d'Iroquois ou de Champlain. Une flèche iroquoise fend l'air à toute vitesse, tout droit vers Champlain. Les chefs Ochâtegain et Orani sont blessés. Dans toute cette confusion, Champlain est atteint lui aussi. Il vient de recevoir une flèche au genou et une à la cuisse. On doit traîner Champlain et les autres blessés à l'abri. Il faut rebrousser chemin et attendre les renforts. Mais où sont donc Étienne Brûlé et les Andastes? Fatigués d'attendre, Champlain et ses alliés quittent les lieux le 16 octobre. C'était 2 jours avant l'arrivée d'Étienne et du renfort. Comparé au combat du lac Champlain et de Sorel, cette bataille de Syracuse est une défaite monumentale et même un point tournant de notre histoire. On est loin de la petite guerre et les Iroquois se vengeront de plus en plus. Par 1650, un très grand nombre de Wendat auront perdu la vie aux mains des Iroquois et à cause des maladies européennes. Les Algonquins seront attaqués eux aussi par les Iroquois et quitteront la Kitchissippi, l'Outaouais. Les Wendat se disperseront. Quelques centaines de survivants suivront les Jésuites jusqu'à Québec, où ils bâtiront un nouveau Wendake. Et Samuel de Champlain, ce grand rêveur qui cherchait à imposer la paix par la force, a plutôt enflammé une guerre qui durera presque 100 ans, jusqu'au traité de la Grande Paix en 1701. 400 ans après ce conflit, quelles sont nos relations avec les Iroquois? Tout d'abord, utilisons le véritable nom des Iroquois, ce sont les Haudenosaunee. Comme 80% des Autochtones au Canada, plusieurs Haudenosaunee vivent parmi nous à l'extérieur des réserves. C'est le cas par exemple de la jeune Catherine Liboiron de Kingston. En incarnant une de ses ancêtres Haudenosaunee lors d'un spectacle de l'Écho d'un peuple, Catherine a partagé la culture de sa grand-mère Agné ou Mohawk, si vous préférez. Le voyageur Christian Pilon compte lui aussi parmi ses ancêtres l'émissaire Onontagué qui a signé le traité de la Grande Paix. Et moi-même, puisque j'ai des ancêtres Wendat, je suis de culture Haudenosaunee. J'ai certainement des centaines de cousines et cousins iroquois que je ne connais pas. Plusieurs Haudenosaunee vivent toujours sur leur territoire ancestral tout autour du lac Ontario, qu'on a longuement surnommé le lac des Iroquois. Les Franco-Ontariens de la région de London, de Parry Sound, de Hamilton, de Kingston et de Cornwall ont la chance de côtoyer les Haudenosaunee qui habitent des réserves tout près de chez eux. La plupart font partie de la Confédération des 6 nations iroquoises. Mais, comme un grand nombre d'Haudenosaunee ont été assimilés de force vers l'anglais, nos contacts sont moins forts qu'avec les Anishinaabe, qui ont plusieurs liens de parenté avec les francophones. Il faut dire qu'il existe encore chez plusieurs Haudenosaunee un esprit de résistance et de méfiance envers la société générale. Et avec raison. En plus des vieux conflits auxquels Champlain et les Français se sont mêlés pendant presque 100 ans, le gouvernement du Canada sous le régime britannique a pris possession de leur territoire. Et des milliers de grands-parents Haudenosaunee, lorsqu'ils étaient plus petits, ont passé à travers les affreux pensionnats pour Indiens, tel le Mohawk Institute à Brantford. Tout comme les francophones qui vivent en milieu minoritaire, les Haudenosaunee sentent depuis longtemps qu'ils doivent combattre pour défendre leurs droits. Pris entre 2 mondes depuis 400 ans, tiraillés par les lois de 2 pays puisqu'ils habitent sur la frontière,
et déchirer à même leur communauté au niveau culturel, les Haudenosaunee méritent qu'on reconnaisse leur puissante volonté de se prendre en main. Les 2 rangs qu'on retrouve sur le Wampum Goswenta devraient nous inspirer. Sur une rivière, on peut pagayer ensemble côte à côte en suivant chacun son chemin sans chercher à couper celui de l'autre. Ce wampum est celui de l'amitié et de la paix pour toujours. Je souhaite de tout cœur que la nouvelle génération, comme moi, ira davantage participer aux événements des Haudenosaunee et des 6 nations, tels les powwows. Prenons la peine d'aller visiter les richesses culturelles qu'on retrouve chez nos voisins et apprenons à bâtir ensemble notre avenir aussi prometteur que ce merveilleux chant de l'amitié qui résonne en nous. Mon père Bernard m'expliquait que, puisque Samuel de Champlain ne pouvait pas marcher à cause de ses blessures, les Hurons l'ont transporté dans un panier. La douleur que j'endurais à cause de la blessure de mon genou n'était rien au prix de celle que je supportais, lié et garrotté sur le dos de l'un de nos sauvages. Aussitôt que je pus avoir la force de me soutenir, je sortis de cette prison. Mais la douleur que Champlain éprouve ne lui fait pas aussi mal que l'humiliation qu'il vit. Ses alliés Wendat et Anishinaabe ont perdu une bonne part de respect et de confiance en lui. Son autorité comme le grand capitaine des Français en a pris tout un coup. De retour au canot, sur la rive du lac Ontario, Champlain demande d'être ramené à Québec. Ses alliés refusent. Il n'aura pas d'autre choix que de suivre les Hurons et de passer l'hiver parmi eux. Cela m'affligeait fort. Ils m'avaient promis de me ramener. J'étais fort mal accommodé pour hiverner avec eux. Après quelques jours, je reconnus que leur dessein était de me retenir avec mes compagnons à leur pays pour entendre ce qui se passait en leur conseil et assemblée. Novembre arrive et on est toujours sur la route de retour vers la Huronie. Après avoir longé les 1000 îles, les Hurons et les Algonquins établissent un campement temporaire pour suivre une tradition annuelle, la chasse au chevreuil. Pendant quelques semaines, on fera la chasse dans la région qu'on appelle aujourd'hui la baie de Quinte et la ville de Trenton. Champlain participe à cette chasse et observe une technique ingénieuse. Les chasseurs s'avancent, formant une grande ligne. Ayant chacun 2 bâtons desquels ils frappent l'un sur l'autre. Ils allèrent dans le bois, proche d'une petite sapinière. Les cerfs, voyant ce bruit, s'enfuient devant eux. Ils arrivent au clos où les sauvages les pressent d'aller et se joignant peu à peu vers l'ouverture de leur triangle. Les sauvages les poursuivent vivement, ayant l'arc et la flèche en main, prêts à décocher. Inlassable curieux, Champlain délaisse le groupe pour s'enfoncer dans les bois. Il poursuit un oiseau qui lui fait penser à ceux qu'il avait observés aux Antilles. Il avait un bec comme celui d'un perroquet et avait la grosseur d'une poule. Il était entièrement jaune, sauf pour la tête qui était rouge et des ailes bleues. En suivant cet oiseau qui voltigeait d'arbre en arbre, Champlain s'est complètement égaré. Ça fait plus de 3 jours qu'il crie à l'aide et qu'il s'épuise de faim et de froid. Je me trouvais égaré parmi les forêts, sans me pouvoir reconnaître. Là et reclus, je commençais à songer en moi à ce que je devais faire et je priais Dieu pour qu'il me donnât le courage nécessaire pour supporter mon infortune s'il fallait que je reste abandonné dans ce désert. C'est ainsi que Champlain, seul et en péril, a dû comprendre encore plus l'importance d'écouter les enseignements des premiers habitants de ces terres. L'importance d'écouter la nature. Imaginez-vous, si Champlain, le père de la Nouvelle-France, perdu dans cette forêt ontarienne, avait trouvé la mort, on ne parlerait peut-être même pas français aujourd'hui en Amérique. Champlain a décidé d'écouter la nature. Il a suivi une petite rivière pour retrouver son chemin vers le campement de son groupe.
côtoyant le bord de la dite rivière jusqu'à ce que j'arrivais avec beaucoup de contentement, tant de moi que d'eux qui étaient encore en train de me chercher et qui avaient perdu toute espérance de me revoir. Les amis autochtones de Champlain n'ont jamais compris cette mésaventure. Comment leur invité a-t-il fait pour se perdre et même manquer de nourriture dans une forêt? Pour moi, c'est Mère la Terre qui l'a guidé, c'est sûr. Quelles que soient nos croyances, toutes les solutions à nos problèmes se retrouvent dans la force de la nature. 400 ans plus tard, comme s'amuse à nous l'enseigner l'Algonquin Dominic Rankin, la forêt, c'est notre épicerie, notre pharmacie et même un motel 4 étoiles. La chasse au chevreuil a duré 38 jours. La terre a revêtu son manteau blanc. Les lacs et les rivières gelées ont facilité le voyage des troupes qui sont de retour en Huronie juste avant Noël. Femmes et enfants sont heureux de revoir les leurs. D'autres apprennent qu'ils ont perdu un frère, un père, un fils. Le chef d'Arontal accueille Champlain comme un frère dans sa maison longue à Kayagué pour y passer l'hiver. Darontal lui offre des vivres en abondance, des soins pour ses maux, des fêtes pour nouer leur amitié et tout ce qu'il faut pour hiverner, allant des fourrures chaudes aux tisanes vitaminées et jusqu'aux raquettes. L'artiste, le scientifique et l'anthropologue en Samuel décident alors de profiter pleinement de la découverte de ce monde nouveau qui se différencie tellement de l'Europe par son esprit de partage total. Cette valeur de coopération pourrait-elle devenir l'essence de la Nouvelle-France dont il rêve? 4 siècles plus tard, la jeunesse franco-ontarienne a compris ce principe profond en créant des jeux franco-ontariens à formule coopérative. Champlain peut enfin se reposer. Il ferme ses yeux. Plein d'images viennent à son esprit. Est-il au milieu d'un rêve? Aurait-il plutôt un songe? Dans ce nouveau monde, on est loin de la pyramide où, au sommet, des gens avec le pouvoir peuvent écraser les autres. Il n'y a pas de riches ni de pauvres. On accorde beaucoup de liberté aux enfants. On ne leur donne pas de coups pour les punir. On démontre chaleureusement notre affection à tous les enfants et tout le village les élève, comme dans un village africain. Ici, les personnes handicapées sont respectées comme des personnes qui sont proches du grand esprit. Les grands-mères honorent les 2 esprits, c'est-à-dire les homosexuels qui portent en eux les esprits féminins et masculins. Elles les reconnaissent avant l'âge de 3 ans. La femme partage le pouvoir avec l'homme et possède de grandes responsabilités qui lui sont propres. Ce sont les jeunes femmes qui décident de fréquenter les amoureux qu'elles désirent. Les grands-mères les encouragent afin qu'elles soient heureuses lorsqu'elles décideront de se marier. L'image d'Hélène apparaît à Champlain. Sa jeune épouse n'a jamais eu mot à dire sur leur mariage. Et ici, enfin, les personnes âgées sont non seulement respectées, mais toujours consultées comme des sages qui guident les grandes décisions. C'est le pouvoir du cercle chez les Autochtones. Dans un cercle, tout le monde est égal, tout le monde a droit au bâton de parole et tout le monde en bénéficie. Ce pouvoir du cercle de la coopération inspirera la réussite de l'histoire des pionniers canadiens français. Au cours des 400 prochaines années, on organisera des billes pour bâtir granges et églises, tout comme le faisaient les Wendat avec leurs maisons longues. On fondera des coopératives agricoles. On unira nos forces lors de la récolte du maïs comme du blé. Et on mettra au monde des caisses populaires où les profits iront à améliorer le cercle de la communauté. Le 5 janvier 1616, Champlain retrouve le père Le Caron au village de Caragua. Fait étrange, personne n'a encore entendu parler d'Étienne Brûlé. M'étant reposé, j'ai décidé d'aller voir en hiver les peuples que l'été et la guerre ne m'avaient pas permis de visiter.
Ils partent ainsi vers le sud-ouest et vont de village en village pour offrir leur amitié, des présents dont des étoffes chaudes, des outils de fer et aussi un nouveau dieu. De son côté, le Coron est content de changer d'air. Jusqu'à présent, sa mission de convertir les Wendat est un échec. Les Wendat sont curieux par rapport aux dieux des Français, mais ont déjà leurs propres croyances selon lesquelles ils vivent en harmonie avec la nature. Chez les Wendat, comme chez l'ensemble des Premières Nations, on vénère des Oki, c'est-à-dire les esprits qui existent dans tout ce qui est vivant. Les animaux, les plantes, les poissons, les arbres, les cours d'eau et les astres, comme la Lune. Ces Oki sont souvent incarnés par des chamans qu'on consulte pour de grandes décisions ou pour chercher une guérison. Et chaque individu a aussi accès directement aux esprits, aux ancêtres et aux grands Manitou. Étienne l'avait sans doute décrit à Champlain en remontant la Kichisipi vers le pays des Hurons. Chaque journée chez les Anishinaabe comme chez les Wendat est remplie de rituels, de prières et d'offrandes. Par exemple, on remercie le poisson qu'on vient de pêcher d'avoir offert sa vie pour éviter qu'on meure de faim. On honore la vie sacrifiée de l'orignal ou du chevreuil qu'on vient de chasser en utilisant chaque partie de son corps. On utilise sa fourrure comme vêtement pour ne pas mourir de froid, sa viande pour se nourrir et partager avec tout le village, ses boyaux pour fabriquer des raquettes ou ses os pour fabriquer des hameçons, des outils et même des jeux. Champlain a souvent vu ses guides faire des offrandes de tabac dans la rivière ou en déposer au pied d'un arbre. Les Autochtones croient aussi aux messages que contiennent leurs songes. Ils vont écouter religieusement les visions qu'ils reçoivent dans leurs rêves, autant la nuit qu'en plein jour. Mes ancêtres Anishinaabe fabriquaient des capteurs de rêves et on le fait encore aujourd'hui. Ma Kukumanae m'a enseigné qu'un capteur de rêve avait été créé par un ancien qui avait eu une vision pour chasser les mauvais rêves. Dans son songe, l'ancien avait vu que les mauvais rêves restaient pris dans une toile qu'une araignée avait tissée dans un cerceau. Les bons rêves pouvaient passer la toile et se rendre jusqu'à nous en glissant par les plumes. C'est pourquoi, encore de nos jours, plein de monde en suspendent par-dessus leur lit. Mes grands-parents Yves et Hélène sont allés en voyage au Mexique où ils ont visité un parc extraordinaire nommé Xcaret. On y présente un immense spectacle qui est un peu l'écho d'un peuple, des Mayas et du Mexique. Ma grand-mère Hélène m'a conté que, même à l'autre bout de notre continent en forme de grande tortue, on retrouve plusieurs symboles importants pour mes ancêtres autochtones. Chez les Mayas, on retrouve les mêmes 4 couleurs qui figurent sur la roue de médecine et qui symbolisent les 4 grands peuples de la Terre. Le peuple noir, le peuple jaune, les Asiatiques, le peuple blanc, les Caucasiens et le peuple rouge, les Premières Nations d'Amérique. À l'origine, mes ancêtres, le peuple rouge, viennent d'ici et non pas d'Asie. Voilà 10 000 ans, ils ont fait le même trajet que Champlain a suivi voilà 400 ans. Ils sont partis du sud de notre continent, sont montés vers le nord pour enfin s'établir ici, au Canada. Comme chez mes ancêtres Wendat, le maïs est depuis longtemps au cœur de la vie des Mayas et on vénère Mère la Terre. La tortue est également très importante pour tous les Autochtones. Alors que la Terre était toute couverte d'eau, c'est la grande tortue qui a permis que les animaux déposent sur son dos de la terre pour former l'Amérique du Nord. En plus de nous enseigner la patience, la tortue est un véritable calendrier pour les Autochtones. Sur le dos de chaque tortue, on compte 13 grandes sections entourées de 28 plus petites. Les 13 grandes sections correspondent au cycle des 13 pleines lunes qu'on trouve dans une année. Les 28 plus petites, c'est le nombre de jours entre 2 pleines lunes. Quand on multiplie les 13 lunes par 28 jours, ça donne exactement une année de 364 jours. En prenant le temps de passer l'hiver parmi les Wendat, Joseph Le Caron et les Français ont dû être fascinés par toutes ces croyances et ces enseignements. Il y a une raison pour tout chez les Autochtones et on doit être à l'écoute des Oki, des esprits de la nature et des messages de la Terre. Les Autochtones l'ont toujours compris. On doit vivre au cycle de la nature. Elle est pleine de magie
et de secrets. Mais ce qui impressionnera encore plus Samuel de Champlain, c'est le rituel de la fête des morts qui dure 10 jours. Les morts sont placés sur de grands perchoirs. Au bout d'une douzaine d'années, lorsque vient le temps de déménager un village huron, tous les membres de la famille, petits et grands, nettoient la dépouille du disparu en pensant à lui. On enveloppe ses os dans une nouvelle robe de castor. Chaque membre de la famille danse, chante et porte sur son dos tour à tour le paquet d'os enveloppé avec amour. Puis, on enterre tous les défunts du village dans une fosse commune. Mère la Terre les accueille afin qu'ils puissent voyager ensemble vers le Créateur. Par le moyen de ces cérémonies, ceux du village contractent une nouvelle amitié entre eux, disant que les os de leurs parents et amis sont pour être mis tous ensemble. Durant leur vie, ils doivent être unis et concordent. Certains d'entre eux croient en l'immortalité des âmes. Après le Caron, plusieurs prêtres viendront créer des missions pour évangéliser les Autochtones, tels le jésuite Jean de Brébeuf et la grande mission Sainte-Marie au pays des Hurons. Tous ces prêtres s'étonneront de voir jusqu'à quel point le rituel de la fête des morts est une puissante démonstration d'amour. C'était une leçon pour les missionnaires zélés qui pensaient s'en venir sauver les âmes de ces pauvres sauvages. Mais Jean de Brébeuf avait l'esprit plus ouvert. À Sainte-Marie, il a fait bâtir une chapelle adaptée à la culture des Wendat. Il a appris leur langue et même composé un cantique de Noël en Wendat, Jesus Ahatonia, le Noël huron. Et c'est ainsi qu'en ce début d'hiver 1616, Champlain et Joseph Le Caron sont allés à la rencontre de tellement de nations, à tellement d'endroits, que leurs noms s'entremêlent autant que les lanières sur leurs raquettes. Ils ont visité 7 villages des Tionon-Tateronon. C'est le peuple du Pétain ou du Tabac qui vit au bord de la baie de Nottawasaga, dans la région de Collingwood, jusqu'à Owen Sound. Tous les peuples accouraient pour nous voir, faisant 1000 démonstrations d'amitié. Après avoir visité ces peuples, nous allâmes chez une nation de sauvages que nous avons nommée les Cheveux relevés, lesquels furent fort joyeux de nous revoir, avec lesquels nous jurâmes aussi amitié. Les Cheveux relevés sont les mêmes Outaouais que Champlain avait rencontrés à l'embouchure de la rivière des Français en juillet. Leur nom est prononcé Ottawa. Ils viennent passer l'hiver à l'ouest des villages pétins. Ce sont des chasseurs qui vont par troupes en plusieurs régions et contrées où ils trafiquent avec d'autres nations. Le chef des pétins allume le calumet. On se le passe pour purifier sa bouche avant de parler. Dans nos décisions, on devra penser aux enseignements reçus des 7 générations précédentes et à l'avenir des 7 suivantes. Les Cheveux relevés ont demandé à Champlain de les aider à faire la guerre à leurs ennemis, les Assistagérouons ou les gens de feu, connus aussi comme les Mascoutaines. Ceux-ci habitent à l'ouest de la rivière Détroit, dans l'État du Michigan. Champlain leur explique qu'il n'a pas les moyens de les aider. Partout, Champlain remarque qu'on cultive abondamment le maïs, qu'il décrit dans son journal comme blé d'Inde ou blé de Turquie. Longtemps, on a cru que le maïs venait de ce bout du monde, alors que ses racines sont plutôt ici en Amérique, au sud de la Grande Tortue. Lors de ses visites, Champlain a appris l'existence d'un pays mystérieux vers l'ouest où vivent des Blancs comme les Français. Aussi, Champlain entend de plus en plus parler d'une nation qui l'intrigue. Il y a aussi une autre nation de sauvages, qui sont un grand nombre de pétons. Ils sont en paix et demeurent comme neutres. La nation neutre, qui est puissante, tient une grande étendue de pays. Surnommée neutre par Champlain,
Les Atiwandaronk sont eux aussi des Haudenosaunee. Ils restaient pacifiques dans les conflits entre autochtones. Les Neutres vivaient dans la région de la rivière Niagara et de la rivière Grand, qui passent par des régions actuelles telles Kitchener, Brantford et Haldimand pour se jeter dans le lac Erie. J'avais bien désir d'aller voir cette nation neutre. Les membres de chaque nation y sont les bienvenus et ils n'osent se contredire, ni faire aucune fâcherie. Champlain le rêveur pourrait-il enfin trouver, chez cette nation pacifique, un peuple avec qui construire son idéal d'un nouveau monde? Les Outaouais et les Pétuns accepteront-ils de mener Champlain chez ces Atiwandaronk? L'explorateur pourra-t-il s'enfoncer vers le pays des Neutres sans se faire attaquer de nouveau par les Iroquois? Kichimiigwech, Kichisipi Anishinaabe, Ho. L'Acadie à la mer Vermeille, du fleuve géant à la mer du Nord, au pays d'en haut, plein de merveilles. Je crois en toi, on nous plus fort. Dans 400 ans, ce pays, toi le rêveur, fus accueilli, nourri, guidé par des peuples fiers, Montant ensemble la grande rivière. Accroche à ton grand rêve, pagayons, jusqu'au bout de la terre, dessinons ce nouveau monde, cette nouvelle France, comportons-nous avec puissance. Ils sont devenus mes rêves, ma passion. Sur tout le sol brûlé, cultivons un jardin d'idéaux, un monde plus beau. Le rideau se lève sur un monde